150, donc, dont 30 femmes. 30 femmes qui étaient souvent agents de liaison entre les maquis et les réseaux urbains de la résistance, qui servaient de liaison avec le maquis de la Montagne Noire, les maquis de l'Ariège, qui ont beaucoup servi d'agents de liaison aussi, parce que dans le sud-ouest, une des grandes activités, c'était le passage des frontières. Quand il y avait les parachutistes qui étaient arrivés, c'était par l'Espagne qu'on les sortait. C'est là qu'on voit que Franco, entre parenthèses, jouait un double jeu tout à fait subtil, parce que c'est pour ça qu'on ne l'a pas emmerdé après 1945. Hein. Tout comme Salazar. Hein? Tout comme Salazar. Oui. Il ne faut jamais oublier. Oui, non, mais il laissait passer. Il n'est jamais cité. Tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il n'est jamais cité. Après, bon, c'était une garantie pour l'avenir. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il reste en place. Oui. Donc voilà, et puis donc 30 femmes, au milieu de tout ça, et on les met dans des wagons plombés sur lesquels il y avait écrit 6 chevaux. chevaux 6, hommes 70. C'était la contenance des wagons. Et là commence un truc complètement hallucinant, c'est-à-dire qu'il devait remonter à Compiègne, évidemment pour être envoyé dans les camps allemands depuis Compiègne. Sauf qu'on est en juillet 44. Si on regarde une carte, en juillet 44, il n'y a plus beaucoup de voies ferrées qui sont en état de marche. La résistance a pour consigne d'empêcher les déplacements des convois allemands. Quels qu'ils soient, surtout faire en sorte que les Allemands ne rejoignent pas le front de Normandie. Hein. Et puis, il y a des régions entières qui sont aux mains des maquis. Le Limousin est aux mains de Georges Guingouin. Georges Guingouin a 20 000 FFI en armes sous ses ordres. Et il contrôle la région. Le train peut évidemment pas prendre la route normale, qui est la route Toulouse, Brive, Limoges, Châteauroux, Orléans, Paris. Le Limousin est bloqué. Bon. Alors, le chef de convoi a l'idée de faire le détour par Bordeaux, pour de Bordeaux essayer de rejoindre Angoulême, pour rejoindre Poitiers, et rejoindre Orléans à partir de Poitiers. C'est-à-dire contourner complètement le centre, hein, en passant par l'ouest. Sauf que, là aussi, la résistance SNCF, dont on oublie souvent le rôle, faisait sauter les foires, détruisait les ponts, etc. Et le train ne peut pas passer. Il a fait 4 allers-retours entre Bordeaux et Angoulême, à ce moment-là, il n'a pas pu passer. Quand il revenait, il y avait des ponts qui avaient sauté. En plus, il y a un moment, des soldats alliés, c'était les Anglais, ce jour-là, de la Royal Air Force, ont pris ça pour un convoi d'armement allemand. Ils ont mitraillé le train. Et il y avait déjà près de 500 prisonniers qui étaient entassés dedans. Bon, alors ils ne bouffaient pas, ils avaient soif, ça a été l'enfer, quoi. De temps en temps, la Croix-Rouge venait les ravitailler, mais c'était dérisoire, quoi. Et au bout d'un moment, les Allemands se trouvent bloqués avec ce convoi. Il y a près de 500 prisonniers, ils n'arrivent pas à le faire remonter où il faut. Bon. Ils redescendent à Bordeaux, et là, il y a un épisode assez extraordinaire, c'est que la synagogue de Bordeaux, celle où ont été déjà massés les Juifs de la grande rafle de janvier 44, grande rafle à Bordeaux, hein, il y a eu au moins 600 Juifs qui ont été déportés, au moins. Tout ça avec le préfet Papon qui était parfaitement au courant. Hein. Bon, alors, les Allemands avaient pris carrément, annexé la synagogue. C'est-à-dire la synagogue est devenue une annexe des prisons allemandes. Donc on a entassé ces prisonniers pendant près d'un mois, 4 semaines, dans cette synagogue de Toulouse désaffectée. Et alors ces gens qui étaient là, bon, ils avaient soif, ils avaient faim, il y avait les sueurs qui se mélangeaient dans le train, c'était l'été 44, donc il faisait chaud. Hein, bon. Les Allemands croyaient que leur résistance était brisée. Pas du tout. Ils arrivent le 12 juillet à la synagogue de Bordeaux, et le 14, ils organisent une cérémonie patriotique en chantant la Marseillaise. Cérémonie organisée par un des grands résistants de l'Ariège, Peyer Vidal, Noël Peyer Vidal,
qui était le chef du mouvement Libération dans l'Ariège, qui d'ailleurs, Père Vidal, c'est un nom de ce qu'on appelle les Juifs d'Avignon, hein, c'est-à-dire les fameux Juifs du pape. C'est ceux qui s'étaient réfugiés à l'Avignon quand Philippe le Bel les avait persécutés. Et puis il y a plusieurs personnes qui font un discours, on est le 14 juillet, on va rétablir la République, le général de Gaulle est le chef de toute la résistance, tout le monde applaudit le nom du général de Gaulle, depuis les vieux maurassiens jusqu'aux anarchistes espagnols, tout le monde applaudit de Gaulle, et il relève la tête face aux Allemands, quoi. Et c'est absolument terrible. Et il y a un type qui joue un rôle essentiel là-dedans, dont à propos de qui on a fait un colloque à la Sorbonne il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Albert Lothman, qui était un professeur d'épistémologie des mathématiques, un des interlocuteurs de Cavaillès, et Lothman fait un discours, etc. Et puis, bon, ça se passe comme ça, ils sont là, de temps en temps ils arrivent à avoir des nouvelles qui leur viennent de l'extérieur, on leur apprend que les Allemands sont bloqués, que l'armée, les armées alliées, celles d'Eisenhower, celles de Montgomery et celles de Lattre avancent vers Paris, que ça résiste pas mal en Normandie, mais que ça avance quand même, bon, c'est pas bloqué. Et voilà, ils attendent, ils voient les Allemands, quand il y en a qui vont chercher les ravitaillements, ils voient les Allemands dans la cour qui regardent des cartes de la SNCF ou des cartes d'état-major. Bon, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et à un moment, à la suite de l'exécution d'un traître par la résistance, la Gestapo décide de prendre des prisonniers dans toutes les prisons de Bordeaux et de les exécuter en otage au camp de Souge. Et il y a 10 prisonniers de la synagogue de Bordeaux à ce moment-là qui sont pris en otage et fusillés, dont 3 juifs. 3 juifs sur 10, c'était quand même beaucoup par rapport à la proportion générale. Il y avait Père Vidal, il y avait Haussmann. Voilà. Et pendant ce temps-là, on prend des juifs dans d'autres prisons, dont celle où était ton père, le Fort du Har, qui était bon. Et début août, hein, le 8 ou le 9, hein, le 8 on les rassemble et le 9 le train part, on rajoute aux prisonniers qui étaient là 150 prisonniers issus du Fort du Har, c'est-à-dire la grande prison militaire de Bordeaux, dont ton père. Mais il y avait aussi le chef du maquis des Landes, il y avait le chef du maquis du Médoc, il y avait beaucoup de résistants du sud-ouest qui étaient là, le fils du bâtonnier de Bayonne, qui était maire de la ville, qui était résistant, qui avait organisé des filières d'évasion et aussi beaucoup d'enseignements, parce que dans la région bordelaise, c'était essentiel. Les services anglais ont été avertis tout de suite de tout ce que faisait l'armée allemande sur la côte. Hein. Le rôle du renseignement était essentiel. Et donc, il y avait Georges Bonnac, qui est aujourd'hui une rue à Bordeaux, qui avait été membre de Libération, puis à la direction nationale du mouvement Libération, directement sous l'autorité d'Emmanuel Dastier et des époux Aubrac, hein, et qui ensuite était devenu chef des mouvements unifiés de la résistance quand Jean Moulin avait réussi l'unification des mouvements, puis ensuite était devenu chef de l'armée secrète, et donc il était sur le point d'être nommé chef d'état-major des FFI pour tout le sud-ouest. C'est-à-dire il aurait été ce qu'a été Ravanel à Toulouse, ce qu'a été Grégoin à Limoges, ce qu'a été Roltanguy en Ile-de-France. Bon. Et il se fait prendre, torturé, sauvagement torturé, et les autorités françaises, et c'était pas Papon à ce moment-là, décident de donner tout le monde aux Allemands. Parce qu'on a fait une enquête, vous voulez savoir quand même, et à Bordeaux, tous les gens qui ont travaillé là-dessus, ils ont dit, Papon, 3 jours après le débarquement, il était en vacances. On l'a plus revu. Il était aux abonnés absents. C'est pour ça que personne, parmi ces déportés-là, a pu témoigner au procès Papon. Parce que, bon, enfin, si c'était pas lui, il y en avait d'autres qui faisaient le boulot. Bon, voilà, et le train repart.
le train repart, alors je passe surtout, il y a ton père, il y a tous Ils les... sont plus de 700 à ce moment-là. À ce moment-là, ils sont plus de 700, parce qu'il y en a déjà qui sont morts, ceux qui ont été mitraillés, ceux que les Allemands ont flingués après les tentatives d'évasion, il y en a eu, et puis il y en a qui sont morts de faim, carrément, hein, dans l'histoire des wagons. Alors... Il y a la chaleur. Ouais. Alors ils repassent par Toulouse et ils essaient de rejoindre la vallée du Rhône. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus remonter. Hein. Ils veulent rejoindre la vallée du Rhône. Bon. Sauf que, alors il y a quand même, il commence à y avoir pas mal d'évasions, parce que c'est un peu la panique. Et quand ils arrivent entre Nîmes et Avignon, du côté de Remoulins, par là, ils apprennent que tous les ponts sur le Rhône sont coupés, que la résistance et les Alliés ont coupé les ponts. Et en plus, ils apprennent qu'un deuxième débarquement vient d'avoir lieu le jour même en Provence. Hein, avec l'armée de Delattre, en plus de la 3e division d'infanterie américaine qui commence à remonter la vallée du Rhône. Ça ne se fait pas n'importe où. Hein, ils n'ont pas investi Marseille comme ça avec des gens qui les attendaient avec des fleurs. Hein. Toute Marseille était aux mains de truands qui avaient collaboré avec la Gestapo. Ça n'a pas été simple. Bon. Mais en tout cas, ils essayent, et puis là, ils sont bloqués 4 jours, pratiquement sans boire et sans manger, à Rémoulins. Une bonne femme de la Croix-Rouge essaye de les ravitailler. Elle va voir son chef de la Croix-Rouge à Rémoulins, qui lui dit notre rôle n'est pas de ravitailler les terroristes et les communistes. Et il lui claque la porte au nez. Bon. Elle va à pied à Nîmes voir le supérieur de la Croix-Rouge qui lui donne du ravitaillement, et elle revient à Nîmes avec du ravitaillement sur une brouette qu'elle distribue aux déportés. Enfin, vous voyez, il y a des histoires comme ça invraisemblables. Bon, les cheminots essayent aussi quand même de favoriser les évasions. Quand il y a des escales dans les gares, ils leur refilent des pieds de biche, des trucs pour qu'ils puissent déceler les planches de leur wagon, etc. Mais une fois arrivé sur le Rhône, alors là, il n'y a plus rien, on ne peut plus passer, l'aviation alliée a bombardé et les résistants ont fait sauter les rails. Bon. Alors, le convoi allemand décide à ce moment-là de les faire remonter jusqu'à Roquemaure, une petite ville au nord d'Avignon, mais sur l'autre rive du Rhône, sur la rive droite. Et à Roquemaure, il y a un pont, une espèce de passerelle qui est intacte. Ils font passer leurs 700 déportés à pied par la passerelle, et avec des mitraillettes dans le dos, ils portaient leur baluchon en plus. Hein. Ils leur font faire 17 km à pied le 18 août, sous un soleil caniculaire, torride, parce qu'ils ont réussi à faire reconstituer un train à l'identique à Sorgues, donc de l'autre côté du Rhône. Les mecs font 17 km à pied, c'est terrible, il y en a qui délirent, ils tombent par terre, on les remet debout à coups de crosse, etc. Ils trouvent quand même le moyen, quand ils traversent les villages, de rechanter la Marseillaise. C'est quand même... les gens, c'est une espèce de pouilleux morts-vivants, ils sont là, et en gros, il leur dit « la France, c'est nous, c'est pas vous ». C'est quand même assez extraordinaire. Bon, ils arrivent, on les remet dans les wagons, ils repartent de nouveau. Alors le lendemain, du côté de Remoulins, montant un peu, il y a encore un détachement de l'armée qui les prend pour un convoi, qui les canarde, qui les mitraille. Mort de Jakob Insel, qui était le bras droit de Mendellinger à la tête de la 35e brigade FTP-MOI. Grand bonhomme aussi, celui-là. Et à Montélimar, on a remis les cadavres dans les wagons. Quand ils arrivent à Montélimar, on les sort. Il y a une bagarre entre la Croix-Rouge qui veut récupérer les blessés et les Allemands qui disent « on va bien vous laisser les morts, mais pas les blessés ». La chef de la Croix-Rouge dit « je me mettrai sur les rails, vous me passerez dessus si vous ne me donnez pas les blessés ». Bon. Et il y a à la fois des actes de courage extraordinaires et en même temps des actes de lâcheté. Quoi, parce que ce train, il y a quand même des gens qui l'ont vu passer, qui n'ont rien dit, qui ne sont pas interrogés. Bon. Enfin voilà.
Et puis après, c'est pareil, il y a encore 2 transbordements. Le nombre de fois, il y a un pont qui avait sauté, on les fait passer à Gué, la rivière, et on reconstruit le train à l'identique le lendemain. Quand les résistants ont fait sauter les rails, on fait venir d'autres résistants avec une mitraillette dans le dos, et d'autres cheminots, pardon, avec une mitraillette dans le dos, et on leur fait combler le ballast, poser les traverses et poser les rails, et c'est reparti. Ils avancent de 50 km par jour, quoi. Pas plus, parce que de temps en temps ils sont canardés, ils ne savent pas comment, on les menace s'il y a des évasions, à chaque wagon il y aura un évadé, on en tuera 10. Bon, ils ne se laissent pas faire, il y a des évasions pendant tout le long, hein, c'est pas... En général, ils décèlent les planches inférieures du wagon, ils se laissent glisser en dessous, ils s'accrochent à la barre de frein, et ils se laissent tomber en essayant de ne pas se faire mal, et en tournant la tête pour ne pas recevoir le crochet du dernier wagon en plein dans le crâne. Et il y en a 2 ou 3 qui vont y perdre les jambes. Hein. Le père de notre ami Sylvie Rénis, le train lui passait dessus. Bon. Enfin bon, mais comme ils arrivent en Haute-Marne le 24. Alors je vous rappelle tout ça le contexte. Quoi. Le 18 août, quand ils sont à Sorgues, c'est le jour où Toulouse se libère, et c'est la veille du jour où Guingouin défile à la tête de ses guerrieros à Limoges. Bon. Et le 24, quand ils arrivent en Haute-Marne, c'est la Nouève, c'est la libération de Paris. C'est la veille, c'est-à-dire la première avant-garde du commandant Drone qui arrive à l'hôtel de ville. Et le 25, c'est Leclerc. Bon. C'est la 2e DB. Et pendant ce temps-là, le train continue vers Dachau. Ah, putain, bon. Il y a un moment à Dijon, des Allemands viennent voir le chef de convoi et lui disent on est foutus, les FFI sont partout, on va tous être tués. Je t'en prie, exclue, fais évacuer, vide le train de ces déportés, on prend leur place et on rentre en Allemagne le plus vite possible. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et le chef dit nein. J'ai pour mission d'amener ces prisonniers à Dachau, je les amènerai à Dachau. Et il laisse ses compatriotes se faire tuer. Mais il préfère répondre à l'ordre. Il préfère laisser tuer des Allemands plutôt que de lâcher son convoi de déportés. Bon. Alors voilà, il y a beaucoup d'évasions en Haute-Marne, parce que là, les Allemands, ils doivent en avoir marre, et puis ils sentent la faim, quoi. Là, quand ils arrivent en Haute-Marne, on est presque au moment de la jonction, justement, entre les armées alliées qui venaient de Normandie et les armées alliées qui montaient la vallée du Rhône, bon, à quelques jours près, donc ils sentent bien qu'il faut aller vite. Il y a même un moment, c'est une histoire dont je ne raconte pas dans le livre, je n'étais même pas au courant, mais qu'elle était assez drôle. Ils ont croisé, quelque part du côté de Montélimar, un peu au nord de Montélimar, le train qui amenait Pétain à Sainte-Marie. C'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire, c'était foutu pour les Allemands. Ils le savaient. Ils avaient déjà exfiltré Pétain. Ouais. Et ils savaient que c'était foutu, et ils continuent quand même à envoyer ces déportés. Alors voilà, bon, il y en a 70 qui s'évadent en Haute-Marne. Attitude admirable des paysans du coin qui les prennent tous, et pareil, ils n'ont rien demandé après la guerre, ils n'ont pas cherché à avoir des médailles ou quoi que ce soit, ils les ont accueillis, etc. Petite nuance, moi j'ai dit souvent, si ce train était passé début juillet au lieu de passer fin août, peut-être qu'il y aurait eu moins d'empressement. Hein. Là, quand même, ils accueillent les évadés, mais au moment où la France est quand même... Il y a 40 départements français qui sont aux mains des maquis. Ça, il suffit de lire les mémoires de guerre du général de Gaulle, il le dit. De Gaulle n'avait pas tendance à glorifier la résistance intérieure. Il le dit, il y a 40 départements français qui sont aux mains des maquis. Bon. Et donc, ils sont libérés tout seuls, pour l'essentiel. Hein. Voilà. Alors, ils arrivent, ils passent la frontière à Sarrebruck, oui. Dachau. Alors à Dachau, on prend les femmes, on les envoie à Ravensbrück. Il y en a, elles sont 65 quand elles arrivent, il y en a la moitié qui ne reviendront pas.
prend les hommes, on les met à Dachau. C'est le moment où arrivent dans les camps d'Allemagne les réfugiés des camps de l'Est, au fur et à mesure que l'armée russe rouge avançait, les Allemands déportaient pour les amener vers d'autres camps, ce qu'on appelait les marches de la mort. Donc non seulement ils arrivent dans des camps surpeuplés, c'est la famine, etc., le sadisme et tout, mais en plus, il y a une arrivée massive de gens qui fait que le typhus se répand un peu partout, et qu'il y en a la moitié qui vont crever du typhus. Alors, les plus valides dont on perd, on les envoie à Mauthausen, parce que Mauthausen, Dachau, c'était un camp d'internement. C'est devenu un camp de la mort à cause du typhus, quoi. On les foutait à poil dans la neige pendant toute une nuit. Enfin, on les a éliminés de toutes les façons possibles. Il n'y avait pas de chambre à gaz. La chambre à gaz était à Hartheim, qui était entre Mauthausen et Dachau. Sur le terrain, des foucombatants, il y en avait dans tous les camps. Mauthausen, les femmes qui étaient considérées comme des bouches inutiles, on les tuait à la piqûre. Bon, et là, on prend les plus valides, on les envoie à Mauthausen. Mauthausen, c'était le bagne, hein, c'est le camp où il y avait cet escalier où les mecs étaient censés monter les pierres sur les blocs de pierre, et puis il y en avait, quand ils arrivaient en haut, il y a un coup de botte d'un nazi et ils dévalaient tout. Et puis il y avait des camps annexes qui étaient très durs aussi, notamment Melk. Je crois que son père a été à Oui, Melk. Melk, et Benzé aussi. Et Benzé et Melk, oui. Alors il y a beaucoup qui sont morts parce que là c'était des camps de travail très très durs, on les tue au travail. Et ce qu'il faut savoir, Melk c'est quand même intéressant. Bon, je suis peut-être un peu long. Non, au contraire. Il y a un truc que je ne savais pas d'ailleurs quand j'ai écrit mon bouquin. À Melk, il y a une des plus belles abbayes baroques d'Autriche, avec notamment une bibliothèque baroque qui est sublime. Bon, le camp était en-dessous. C'est-à-dire que tous les moines de l'abbaye de Melk voyaient les déportés qu'on tuait sous leurs yeux. Il n'y en a pas un seul qui a même écrit au Vatican. Rien. Ils n'ont rien vu. C'était sous leurs yeux. C'est quand même intéressant. Voilà, et puis bon, on a chaud, voilà. Et puis après, quand on les libère, parmi ceux qui sont arrivés dans le train fantôme, il y en a presque 1 sur 2 qui n'est pas revenu. Un peu plus de la moitié qui est revenu. Et certains sont revenus dans un état tel qu'ils n'ont pas duré très longtemps. Puisqu'il y a eu les morts des camps de concentration, mais il y a eu aussi ce que raconte Marguerite Duras dans L'Amant, quoi. Ceux qu'on arrive à sortir, mais dans un état tel que Desnos, ça thérésine. Voilà. Donc, pendant 40 ans, cette histoire est totalement ignorée. C'est extraordinaire. Personne n'en parle. Les communistes et les gaullistes, ils avaient intérêt en 1945, à promouvoir la mémoire nationale. Il fallait faire passer auprès des autorités alliées, et d'Eisenhower notamment, l'idée que ce qui représentait légitimement la France, c'était la résistance. C'était déjà pas facile à faire passer, hein, c'était pas... Mais si en plus on sortait des gens qui s'appelaient Liebenstein, Lévy, Mesli, Sanchez, Alvarez, Palmino, et voilà, là les Américains nous auraient rayonné, quoi. Bon. Donc on leur a dit, tout cela, on leur a dit de se tenir un peu à l'écart, pas se mettre trop en avant. Au point que quand Aragon écrit la fiche rouge, c'est 6 ans après, et c'est un acte de repentir, qui a été d'ailleurs sollicité par un des déportés du train fantôme, qui était Raymond Lévy, qui travaillait aux lettres françaises à l'époque, et qui avait demandé à Aragon de faire une intervention pour Il avait obtenu qu'il y ait une rue Manouchian à Paris, et Aragon lui a dit, moi je sais pas, je peux pas parler en public, mais je veux bien faire un texte, et il lui a donné ce poème, qui a été lu, mais c'est le moment où les communistes français manifestent une espèce de repentir par rapport au fait qu'ils ont repoussé dans l'ombre tous ces combattants étrangers pendant très longtemps. Hein.
Après, bon, c'est devenu des héros, mais à l'époque, on glorifiait Fabien, parce que bon, Fabien, c'était Fredo, on le connaissait à Belleville, etc., mais pas Manouchian. Bon. Et voilà, et donc ils reviennent, et puis ils en parlent pas. Alors là, on revient à Saint-Prone, hein, Donc justement, Saint-Prone parle très bien des raisons pour lesquelles beaucoup de ces choses ont été oubliées, ou non dites. Et pourquoi même les déportés n'avaient pas envie d'en parler. Voilà. alors est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec Saint-Prune de cette histoire des trains fantômes et aussi par rapport à l'écriture de votre ouvrage sur Guido? Bah oui, parce que bon, j'ai déjà raconté une réunion que vous présidiez, mais bon, j'avais envie d'écrire une chronique sur la vie de mon grand-père, qui était un résistant italien, qui était dans le train, qui est mort à Dachau. Je ne savais pas comment je devais faire, si je devais écrire un roman ou me contenter d'énoncer les faits. Bon, énoncer les faits, c'est chiant, ça emmerde les gens. Des témoignages d'horreur, il y en a plein. Les gamins ont l'impression qu'on leur fait du chantage affectif. Et donc je connaissais deux écrivains vivants qui avaient été déportés. Je ne connaissais pas Kérol, sinon je leur ai demandé, il n'était pas mort encore à l'époque, on est en 2009. Et voilà, je vais parler de ça à Pierre Dex et à Georges. Et je leur dis, voilà, moi j'ai un scrupule moral, voilà, je suis né après la guerre, j'ai envie de raconter cette histoire, il y aura forcément des chapitres sur les camps. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas vécu ça a le droit, pour moi ça peut, d'en parler? Et ils m'ont tous les deux, Georges et Pierre Dex, répondu la même chose, c'est pas que tu dois, c'est pas que tu peux, c'est que tu dois. Non. Et Georges était très très attentif. Parmi les dernières fois où on s'est parlé, je ne l'ai jamais vu autant en colère que contre Lanzmann, parce qu'il avait remis en cause un livre de Yannick Enel, qui n'est pas d'ailleurs un très très bon livre, mais peu importe. Ce que Lanzmann remettait en cause, c'est l'idée même qu'on puisse intégrer le monde concentrationnaire dans un ouvrage de fiction. Oui. Et ça, Georges était vent debout. Et il disait deux choses. Il disait, bon déjà, nous, on est tous en train de mourir. Bientôt, il n'y aura plus que les petits juifs qui ont été déplacés d'Auschwitz ou de Sobibor vers Dachau et vers Mauthausen qui pourront témoigner des camps. Parce qu'ils avaient 5 ans à l'époque. Ouais. Puis après, eux-mêmes, ils vont disparaître. Bon. Donc, il y a qu'un... Il faut avoir du talent, hein, c'est pas donné à tout le monde. Mais si on ne le fait pas par les voies d'un roman, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Ça va disparaître. Il faut faire sentir non seulement la réalité des faits, mais bon, moi je m'étais donné comme règle une vérification historique draconienne de tous les faits. Hein. Mais en revanche, bon, il y a des moments où je rentre dans la tête de mon grand-père que je n'ai pas connu, et qui est mort avant ma naissance. Donc là, il faut bien un peu d'imaginaire. C'est marrant parce que quand on imagine des trucs, on finit par vous dire qu'on a copié la réalité un peu trop, alors que... Cette histoire est vraie parce que je l'ai inventée. Ouais. Il y a de ça. Il y a de ça. Moi, ça m'est arrivé d'inventer des trucs, d'imaginer des trucs, puis après on me dit, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Comment as-tu fait pour te documenter à ce point? Je réponds, mais je ne suis pas documenté du tout. Bon, c'est tout, mais bon. Ça faisait partie des questions que je vais poser. J'ai passé 2 ans de ma vie à essayer de mettre dans la peau des résistants qui étaient dans le fantôme. Bon, j'en connaissais, il y avait les survivants. J'en ai rencontré beaucoup. Enfin, qui, hélas, aujourd'hui. Il reste des survivants ou plus? D'accord. Il reste un type qui avait 16 ans à l'époque et qui est resté une journée dans le train. Parce qu'il s'est évadé le premier jour. Le premier jour, il a arraché les barbelés, il est sauté, on lui a tiré dessus, il a traversé la Garonne à la nage avec des mitraillettes, il est tiré dessus. C'est complètement folle. Ah ben oui, mais non, mais lui... 16 ans. Quel âge il a 16 ans. C'était à Rotspanier dans toute sa splendeur. Et le lendemain même, il a 90 ans. Ouais, 90 ans, c'est ça. Ouais, au moins. Ouais. 92 ou 13, oui. Au niveau de reconnaissance, Mohamed, est-ce qu'il y a néanmoins
en attendant qu'on souhaite la reconnaissance comme juste nomination, d'autres reconnaissance de lieux qui portent ou qui peuvent porter le nom de votre père? Alors, cette année, normalement, il y aura, sur proposition de Karen Tayeb, adjointe à Anne Hidalgo, à la maire de Paris, une plaque qui sera donc posée sur le parvis de la mosquée de Paris. Ah oui. Donc voilà. Donc, c'est des gens qui... En fait, l'histoire a commencé à se répandre un peu, par l'intermédiaire aussi de... Il y a des associations qui sont intéressées un peu à l'histoire et puis qui ont fait porter ça. Donc il y a ça. Et puis sinon, il y a un documentaire qui est en cours de préparation. Donc c'est le fameux Olivier Tosser qui est journaliste, donc qui travaille beaucoup avec France Télévisions et Arte. Donc là, on devrait se recontacter. C'est lui qui a trouvé le nom des personnes qui ont dénoncé mon père. Et donc il mène une enquête, il fait des recherches pour étayer son document. Donc je ne sais pas quand il sera présenté, mais il me tiendra. Et son travail rejoint les preuves nécessaires. Pardon ? Son travail rejoint les preuves nécessaires. Oui. On aura besoin de ça. C'est évident. Peut-être des questions, peut-être des témoignages aussi de... C'est vrai que c'est une histoire totalement folle. Impressionnant. C'est vrai que le documentaire aussi le film est très intéressant aussi au niveau musical. C'est vrai que le compositeur a su... on a voulu faire un vrai film, c'est-à-dire qu'on a payé un musicien. Les documentaires, la plupart du temps, c'est fait avec 3 ans de trucs qui sont dans le domaine public. Oui, La 7e symphonie de Beethoven, elle arrive tout le temps. Mais c'est l'horreur dans l'horreur, le train fantôme. Ouais. Oui. Mais en même temps, c'est une histoire de solidarité qui est assez belle, quoi. C'est des gens qui viennent d'horizons très très différents, qui deviennent solidaires, quoi. Il y avait un apparatchik stalinien qui avait été un des Russes qui ont orienté l'activité de l'armée de la République espagnole à la fin. Enfin, bon, les Russes s'étaient un peu emparés des derniers moments de la République espagnole, à travers Negrin. Bien sûr. Mais le mec c'était un Hongrois, il a changé de nom 40 fois dans sa vie, il était formé à Moscou, etc. Et c'était un des Russes qui était en Espagne et qui est... et ben, il se retrouve dans son wagon du train fantôme avec un gendarme gaulliste de Perpignan, de Périgueux, je crois. Oui, enfin par là, Périgord, et ils deviennent copains. Ensuite, il revient le voir tous les ans. Bon. C'est ça, c'est pour ça. Est-ce que la sainte survie ne dépasse pas les convictions Ah non, mais je crois qu'ils aimaient tous la France. Ça, même les plus anards, il y avait des anarchistes espagnols. Ils avaient un groupe dans le camp du Vernet, donc il y avait forcément dans le train. Ils aimaient la France. Et parmi les anarchistes espagnols, il y en a pas mal qui ont organisé les filières de passage. Donc Ponce de Vidal en Ariège, etc. Bon. S'il y en avait plus dans la France libre, c'est parce qu'ils étaient peut-être mieux accueillis par les gaullistes que par les communistes. Ah oui, c'est dans la possible. résistance. Est-ce qu'il y avait des prisonniers de droit commun? Oui, il y en avait Il y quelques-uns. avait une lutte entre les deux, enfin des Non, pas vraiment. Non, C'est pas pas comme dans les camps. Pas vraiment. Dans les camps, on utilisait les droits communs pour servir les capots. Mais pas dans le train. Ben non, parce que ce qu'on appelait les droits communs, c'était des pauvres types qui avaient été raflés. On avait rangé dans les droits communs au Vernet, par exemple, tous les jeunes qui avaient été réfractaires au STO. Bon, c'était pas des résistants, mais en même temps, être réfractaire au STO, c'était un premier pas vers la résistance. Et on ne pouvait pas les considérer comme des gens indifférents à la résistance non plus.
Il y avait des paysans qui ont été mis dans les droits communs parce qu'ils s'étaient soustraits aux réquisitions. Il y en a une flopée qui avait comme chef d'accusation abattage clandestin. Ça veut dire qu'ils avaient tué un lapin. Ça veut dire qu'il y avait un lapin qui devait aller aux Allemands et qu'ils avaient tué un lapin ou tué un veau, ou dans le pire des cas. Bon, donc c'était pas des droits communs. Pas des véritables, comme on en Les criminels. Non, Ouais, c'est non. ça. Par contre, dans les camps, oui, Les camps, on avait. ça a été très... Mais la lutte a été féroce, hein, Féroce. ça 5 ans. Oh ben ça, et on voit On comprend. Hein. Georges arrive à Buchenwald au moment où déjà les politiques Oui, on pris ont pris le pouvoir sur les droits communs, mais ça c'est... Ce qui permet aussi d'être sauvé, cette histoire Oui, où quand il se sûr. fait enregistrer, Stukateur. Hein. voilà, on lui dit qu'il est étudiant, mais en fin de compte, on lui dit que Ça, moi, c'est moi, Stukateur. j'ai toujours pensé que c'est un petit dérapage du type Oui. qui écrivait, parce que il demande qu'est-ce que tu es, bon, en allemand. Georges répond Student. Le mec écrit Stu. D'un seul coup, il se dit, non, c'est le Student, il est mort dans 2 jours. Ouais. Et il met Stukateur. Premier truc qui lui passe par la tête, il commence par Stu. C'est ça, bon. Et il est sauvé grâce à ça. Hein, Il ne l'apprend qu'en 92. Voilà. C'est dans l'écriture ou la vie. Quoi. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Cette histoire familiale de déportation de votre grand-père Udo, est-ce que vous en parliez quand vous étiez jeune? Mais jamais, il y avait un non-dit énorme. Je savais même pas qu'il... Je savais qu'il avait été au Vernet, parce que là, il y avait eu un peu de courrier. Et je savais qu'il avait été à Dachau, j'avais eu un témoignage de savoir à Dachau, c'est tout. L'histoire du trait fantôme, je l'ai apprise au milieu des années 90. Personne dans ma famille n'était au courant. C'est moi qui les ai prévenus. Non, on n'en parlait pas, il y avait des trous de mémoire extraordinaires. Mais il ne voulait pas ou pas? Pardon. Moi, j'ai rencontré dans mon enfance, je suis née en 49, donc j'ai rencontré dans mon enfance beaucoup de déportés juifs et non juifs. Et donc la Boulogne-Billancourt, et ils ont même eu une vie politique importante, et ils ne voulaient pas en parler. Simplement, ils nous disaient, regardez, n'oubliez pas, vous voyez ce numéro, n'oubliez pas qu'on a été traités comme des bestiaux. Mais ils ne voulaient pas parler de ce qu'ils avaient vécu, enfin donner des détails quand on les a interrogés. Alors je sais que Georges était très opposé à ça, il pensait que tout doit être dit et que rien n'est ineffable. Mais c'est vrai que la majorité des déportés, ils pensaient, premièrement, quand ils ont essayé d'en parler, on ne les croyait pas. Ouais, Oui, voilà. c'est ce qu'ils nous disaient, de toute manière, on ne croit Tellement pas. invraisemblable. Deuxièmement, ils se sont rendus compte que personne n'avait envie d'entendre ça. Et oui. Après la guerre, c'est la libération. Hein. Et c'est leur propre C'était les cigarettes américaines et les disques de jazz qui arrivaient, et c'était l'euphorie de la libération. Bah, bien sûr. Personne n'avait envie d'entendre parler des Bien histoires sûr. de supplices voilà. Puis enfin, il y a un troisième truc, moi il y a quelqu'un qui était très lucide dans notre amical, qui était René Lacoude. René, une femme formidable qui avait fait Ravensbrück, et elle nous disait, mais entre nous, on se repérait. Entre nous, les anciens déportés. Mais les autres, non. Nous, on savait, on n'avait même pas besoin de le dire, on le sentait. C'est dingue ça. Mais les autres, c'était inconcevable. Et il y en a en plus, et ça, je crois qu'il y a un passage, je ne sais plus si c'est dans l'écriture de la vie ou dans Le Mort qu'il faut, où Georges parle de ça, pour d'ailleurs réagir contre, de la culpabilité, la culpabilité du survivant. Pourquoi j'en suis sorti et pas mon copain? Ou la famille, ou les... Pas la famille, voilà. Je m'inquiète dans les attentats. Une culpabilité idiote, mais qu'à jouer. Qu'à jouer. Même Simone Veil en a parlé à un moment, ça, de la culpabilité d'être vivant. Oui, c'est le même problème, c'est le même ressenti lorsqu'il y a un attentat. Oui. Ouais. Oui, Exactement pareil. pourquoi je ne suis pas moi, Moi, oui. je suis là. Ouais, ouais. Et alors, en plus, c'était inimaginable. Quoi. C'était... Ce qui est assez frappant aussi dans ce que vous dites, c'est le moment où ça arrive. C'est-à-dire que
on sait que les Allemands, ils ont perdu, quoi. C'est terminé pour eux. Et pourtant, ils arrivent le train continue. Quoi Faire la mission. Je crois qu'il y a d'une part, Ça, je trouve ça terrifiant. le mot d'ordre d'Hitler, à l'époque, c'était guerre totale. Au moment, ça s'appelait la guerre totale. Ils avaient perdu chez Sur les fronts où ils affrontaient les troupes de l'armée rouge, à Alep, ils envoyaient des gamins de 15 ans, 14 ans. Plein de photos. Hein, et Hitler voulait la guerre totale. Et il avait un groupe d'officiers fanatisés qui étaient prêts à obéir aux ordres, quels que soient les ordres. Alors, ce n'était pas les SS, hein, le train fantôme n'a jamais été dirigé par des SS, c'était les officiers de l'armée régulière, les officiers de la Wehrmacht. L'attitude du chef de convoi. Oui, l'attitude du chef de convoi est totalement indigente. C'est hallucinant. Et qui conduisait ces trains? C'était Des cheminots réquisitionnés, avec une mitraillette dans le dos la plupart du temps. Parce que, quand on parle de la SNCF, il y a eu parce qu'il y a eu des histoires de dédommagement, il y a eu des questions d'argent, ça a un peu brouillé la sérénité du débat. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, la direction de la SNCF a collaboré et n'a rien refusé aux Allemands. Mais que dans les cheminots de base, beaucoup ont peu à peu, pas tout de suite, mais peu à peu rallié la résistance et qu'ils ont beaucoup fait, notamment en 1944, pour empêcher les gouvernements de circuler, c'est-à-dire faire sauter les ponts, faire dérailler les trains. Bon, il y a la bataille du rail, c'est pas un mythe, ça a existé. D'ailleurs, il n'y a qu'à se balader dans les gares et voir toutes les plaques que vous avez. S'il n'y avait pas eu l'action des cheminots, le train fantôme aurait mis 3 jours à arriver à la Chine. Je vous remercie de votre pouvoir voir le film pour une prochaine rencontre, hein, parce que c'est vrai que c'est voir aussi le documentaire, c'est important. En tout cas, je vous remercie de... Alors, je veux dire, par rapport à ce documentaire, il y a un regret de Jean Ramat, que dans ce coffret de films qui touche pour la résistance, il y a un film qui est consacré à la résistance à l'intérieur des camps. Et où il a interviewé notamment Pierre Dex, qui était membre d'un réseau de résistance à Mauthausen, Stéphane Hessel, et puis un producteur de cinéma qui s'appelle Zilberman, qui a organisé un réseau de résistance à Auschwitz. Et qui après a été le producteur de Buñuel. On a oublié que ça a été un résistant juif, un combattant juif éminent, etc. Et évidemment, il avait demandé à Semprún de participer à ce film. Et Semprún a refusé. Et Georges me dit, mais pourquoi c'était peut-être celui de tous qui avait le témoignage le plus fort à apporter là-dessus. Et je lui ai dit, écoute, moi je le connaissais vraiment pas mal. Il avait aussi un côté Hidalgo espagnol. Il avait son orgueil, et dans un truc sur la résistance à l'intérieur des camps, ça lui plaisait peut-être pas tant que ça de partager l'affiche avec d'autres. Si tu lui avais demandé... Bon, il était un peu comme ça aussi. Appelons ça de l'orgueil. Bon, enfin, quand on a écrit les livres qu'il a écrits, on a le droit d'être orgueilleux 10 fois plus. En tout cas, merci, et puis à très bientôt. Merci.